On veut notre place, une phrase qui résume les revendications des chauffeurs VTC à Nantes. En bloquant temporairement le périphérique, l'accès à la gare puis à la préfecture, et ils ont réclamé plus de reconnaissance. À l'aéroport de Rennes, il y a 4 emplacements pour les chauffeurs VTC. Aujourd'hui, on n'a aucune place de VTC sur Nantes, aussi bien au niveau de la gare qu'au niveau de l'aéroport. On demande un petit peu plus de considération personnellement, professionnellement et au niveau de statut. Nous ne sommes pas des chauffeurs Uber ou des chauffeurs Alucab. Nous sommes tous indépendants et nous travaillons avec et non pas pour les plateformes de mise en relation, justement. Un statut qu'ils souhaitent défendre directement au sein de la commission taxi et VTC de la préfecture. Aucun siège ne leur est actuellement octroyé. Tous les ministères de France, on y a accès. Le président de la République, on y a accès aussi, on peut discuter avec lui. Enfin, c'est pas une préfecture qui va nous bloquer, quoi. Ce serait dommage. Cette commission, pourquoi elle est importante pour nous? Parce que vous allez vous installer avec les aéroports de Paris, les aéroports de province, la gare SNCF, dans toutes les villes, et vous allez pouvoir discuter de les problématiques. Comment se fait-il qu'un taxi puisse avoir des emplacements et nous non? S'il y a une taxe à payer, on la paiera. S'il y a un abonnement à payer, on le paiera. Mais il faut qu'on puisse travailler correctement. La préfète Nicole Klein a refusé de recevoir les représentants. De leur côté, les chauffeurs VTC promettent de nouveaux blocages dès ce mardi. Ils n'ont pas l'intention de céder, ils l'ont répété ce lundi matin devant le juge des référés. Les membres du comité de soutien aux jeunes migrants refusent d'évacuer le château du Tertre, ce bâtiment de l'université de Nantes, occupé depuis une semaine. Un bâtiment dangereux selon la présidence de l'université, qui prévoit des travaux de réhabilitation dans les tout prochains jours, d'où cette procédure en urgence. Encore il y a quelques semaines, il y avait des chercheurs qui, sans aucune difficulté, occuper ces locaux, travailler dans la journée. Donc pour ces chercheurs, il n'y avait pas d'urgence à faire des travaux. En revanche, pour les mineurs non accompagnés, comme par hasard, il y a une nécessité absolue de faire des travaux. Fermeté pour le château, mais tolérance pour le bâtiment de la Censive, disait le président de l'université vendredi dernier, en affirmant qu'il ne demanderait pas l'évacuation de ces salles de cours qui sont également occupées. Mais le dialogue est de plus en plus difficile et le collectif se méfie. Aujourd'hui, on voit que l'université joue sur un double discours. Devant les organisations, devant les concernés, tout est calme, pas de problème, le bâtiment Censive ne sera jamais expulsé. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec une convocation au tribunal qui remet tout en cause et qui nous demande très clairement et qui pourrait se solder par une expulsion. Selon le collectif, ces 2 occupations à l'université servent d'hébergement pour une 50aine de personnes. Le tribunal administratif rendra sa décision ce mardi. Construire un nouveau stade à la place de la Beaujoire, c'est une idée que Laurence Garnier avait mise en avant début 2014 lors de la campagne pour les municipales. Elle avait alors trouvé un allié en la personne du président Kita. C'est donc sans réserve, ou presque, que la chef de file de l'opposition nantaise soutient aujourd'hui le projet Yellow Park, porté par le duo Joubert-Kita. Laurence Garnier qui s'étonne toutefois de ne pas voir Johanna Rolland en première ligne dans ce dossier. Il y a un certain nombre d'interrogations qui se font jour de la part des commerces ambulants, de la part de riverains, de la part de supporters également du FC Nantes. Ces interrogations sont légitimes, elles doivent être entendues, elles le sont aujourd'hui par les porteurs du projet, elles ne le sont pas politiquement par le maire de Nantes. Mais nous demandons au maire de Nantes d'assumer la position qu'elle a prise, de rencontrer les interlocuteurs qui le souhaitent, rassurer, écouter, prendre en compte leurs préoccupations pour que ce projet se déroule ensuite dans les meilleures conditions possibles. Et la conseillère régionale des Républicains de se demander si Johanna Rolland a vraiment le soutien de sa majorité sur ce dossier certes entièrement financé par le privé, mais qui comporte plusieurs aspects de compétences métropolitaines. On est sur une emprise foncière qui fait 23 hectares, qui est une emprise foncière publique, qui appartient à la métropole. Et que, évidemment, sur ce sujet-là, avec les implications que ce projet d'aménagement urbain va avoir en termes d'accessibilité, en termes de création de logements, en termes d'apport de population, la métropole ne peut pas être en dehors de la concertation et du dialogue citoyen. Pour l'heure, le sujet Yellow Park ne figure pas à l'ordre du jour des prochains conseils métropolitains et municipaux. L'opposition réclame notamment de la transparence sur le prix de vente du terrain aux promoteurs de Yellow Park. « 11h15, élus, collectivités territoriales et SNCF dévoilent l'arbre de la future nouvelle gare de Nantes. À cet emplacement sera implanté l'un des 18 piliers de la future passerelle reliant l'accès nord à l'actuelle gare sud. Fin 2019, une mezzanine verra le jour. Mensuration, 18 mètres de haut, 160 mètres de long pour 25 mètres de large. Le premier défi pour la SNCF dans cette gare, c'est d'être capable
d'accueillir le double de passagers d'ici une douzaine d'années. On doit passer de 12 à 25 millions de passagers par an d'ici 2030. C'est un défi colossal pour être capable d'accompagner le développement de la ville en fait. Agrandir la gare, c'est contribuer au développement de la ville de Nantes. Un projet à 53 millions d'euros pris en charge à plus de 50% par la région, à près de 30% par SNCF Gare et Connexions, le reste étant financé à quasi part égale par l'État, Nantes Métropole, le département et le FEDER, le Fonds européen de développement économique et régional. Aujourd'hui, 80 000 trains TER transitent par la gare de Nantes, représentant 50% des voyageurs. Aujourd'hui, cette gare, c'est plus de 70% des trains TER qui passent par Nantes, donc c'est plus de flexibilité et plus de facilité pour les usagers. Vous savez que c'est une priorité pour la région Pays de la Loire d'apporter un service maximum pour les utilisateurs du TER. La livraison de la gare dessinée par l'architecte Rudy Ricciotti est prévue pour avril 2020. À terme, une extension du Jardin des Plantes, la plantation d'une centaine d'arbres par Vinord et une promenade reliant gare, tramway et Jardin des Plantes. Face à la soucoupe, elle aussi en travaux, impossible de le rater. Ce centre aquatique est un immense bâtiment où des dizaines d'ouvriers s'activent. Nous voici dans les futurs vestiaires, spacieux et au design épuré. Une partie sera réservée à l'accueil des scolaires, une autre pour le grand public. C'est l'une des particularités de ce centre aquatique, multiplier les espaces pour s'adapter à tous les publics. On peut très bien imaginer qu'on aura par exemple ici du secondaire le lundi matin, des secondes et des premières. À côté, on pourra très bien envisager un peu d'association et tout au fond, pourquoi pas du grand public. Puisqu'il y a vraiment, je rappelle, cette volonté de mixer l'ensemble des publics. Autre exemple, avec cette rampe permettant au public à mobilité réduite d'accéder au bassin. Plus qu'une piscine, ce centre est aussi destiné aux loisirs avec son bassin à vagues, son toboggan, son hammam. Un équipement assez inédit pour une municipalité. Nous avons ici une conjugaison de différents bassins permettant à l'ensemble de la population de s'éclater, permettez-moi cette expression. Oui, on va être dans le haut de la division, de la première division, avec un centre aquatique exceptionnel qui n'a pas de concurrent, à ma connaissance, dans ce département. Plongé à présent dans les entrailles du centre, ici c'est un système de filtration à l'ozone qui a été choisi pour traiter les milliers de mètres cubes d'eau. Alors il y aura toujours un appoint de chlore, c'est obligatoire pour effectivement nettoyer l'eau, mais voilà, vous n'allez plus avoir cette sensation de respirer de sensation d'eau de javel que vous avez dans les piscines. Vous allez rentrer, vous allez avoir une eau très cristalline. L'ouverture est prévue mi-avril. Ce centre aquatique pourra accueillir près de 900 personnes en même temps, à des tarifs supérieurs à ceux de la piscine Léo Lagrange, mais que la mairie veut accessible au plus grand nombre. Il fait un temps exécrable et pourtant Léonie est prête à prendre la pause avec le sourire. Ici c'est son nouveau domicile, c'est officiel, il y a même monsieur le maire. Là on est plus mieux parce qu'on a des conditions, on a des sanitaires, on a l'eau chaude, on a des caravans qui ne sont pas cassés, là c'est bien. En 2015, Ionelli était dans un des 2 bidonvilles de Rezé. La mairie lance alors une conférence citoyenne pour travailler sur l'accueil des Roms, leur intégration et le démantèlement des bidonvilles. 1 an plus tard, les citoyens proposent un plan d'action et pour certains d'entre eux, c'est un déclic. D'une part, ça m'a permis de démystifier cette population, d'apprendre à la connaître, parce que je ne les vois plus comme des étrangers, peut-être néfastes à la population. Au contraire, je les vois comme des gens qui ont envie de vivre ici, qui ont envie de travailler ici, qui ont envie d'habiter dans des appartements comme tout le monde, d'avoir leurs enfants à l'école et même d'apprendre le français. 450 000 € sont investis pour l'aménagement de 2 terrains sur Rezé. Les 30 familles recensées au début de la démarche sont logées. L'inquiétude principale autour de ce projet était l'arrivée massive de nouvelles familles sur la commune. Nous avons intégré les familles qui étaient là avant 2015. Et puis les autres le savaient, il n'y aurait pas de possibilité d'entrer dans ce dispositif aujourd'hui. Après, par la suite, ce sera peut-être envisageable, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'appel d'air, pas plus de familles aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et donc ça, c'était un argument qui était fallacieux et erroné. Cette initiative rezéenne est pour le moment isolée, une expérimentation regardée de près par Nantes Métropole qui réfléchit à un plan d'intégration à l'échelle des 24 communes.
Plus de 5 millions d'euros, c'est le montant des fraudes détectées dans le département en 2016 et 2017. Un chiffre en augmentation. Pourtant, il n'y a pas plus de fraudeurs. C'est le système de contrôle qui serait plus efficace. Il y a un gros travail, on va dire, de recherche, d'investigation qui s'appuie alors sur la coordination d'actions de services divers. On travaille aussi avec les autres services publics, que ce soit le Trésor, que ce soit la CAF, voilà, Pôle emploi. Puis nous utilisons aussi nos propres sources d'information. Et celles-ci sont à l'origine de beaucoup de signalements. Et les fraudes à l'arrêt de travail ou à la déclaration de ressources sont les plus fréquentes chez les assurés. 109 pénalités financières ont été prononcées en 2016 et 2017 et pour un montant total avoisinant les 100 000 euros. On a une typologie de fraudeurs, notamment chez les assurés, qui, par pauvreté, parfois essayent de détourner le système. Mais après, effectivement, on a aussi ceux qui se disent sur un malentendu, ça peut peut-être marcher, je ne vais pas déclarer, ils ne vont pas voir. Derrière, c'est tout un système, c'est le contribuable, donc eux-mêmes, finalement, qui pénalisent en faisant ça. J'aurais tendance à vous dire que j'ai peu de récidives. Elles sont très rares, donc je pense que c'est quand même un moyen dissuasif. Les professionnels de santé sont également concernés par la fraude. 5 interdictions temporaires d'exercer ont été prononcées ces 2 dernières années. La circulation est dense, porte de Vertou, et sur le parking relais, la barrière n'a même pas le temps de se baisser. Les usagers se pressent car le temps défile et les places sont comptées. Moi je la mets tous les matins à 8h30 et à 8h35 il n'y a plus de place. Donc on est obligé d'aller se garer beaucoup plus loin. Bon, je cherche même pas parce que c'est complet. Alors je fais le tour des coins et recoins. Et souvent ça marche pas alors compteur. Vite saturé, c'est ce que répondent tous les automobilistes interrogés ce matin. Les P+R seraient victimes de leur succès, mais il semblerait aussi que certains usagers transgressent les règles. Ouais, il y a des voitures qui restent là toute la semaine, voire un peu plus. Ouais. Ça fait quand même quelques places de prise pour les utilisateurs quotidiens. Comme il y a eu des constructions récentes, c'est peut-être aussi la cause de cette saturation. Ces voitures tampons, il faut s'en débarrasser, c'est la résolution de l'agglomération. Cela permettrait de regagner 700 places sur les 18 parkings relais. Pour cela, une nouvelle gestion sera mise en place le 1er septembre 2018. Pour les gens qui n'ont pas de carte Libertane, en fait, il faudra prendre un ticket de P+R et le ticket du P+R vous permettra de voyager en transport en commun, aller-retour, pour 1 à 5 personnes. Donc vous voyez qu'on essaie aussi d'encourager le covoiturage, puisque ça reviendra à 4,50 €. Pour voyager à partir de 2, on est nettement gagnant. Pour les résidents, un tarif spécial sera mis en place pour la nuit et les week-ends. Un contrôle donc plus strict pour garantir aux usagers quotidiens un peu plus de fluidité.